Bienvenue dans ce webinaire. Je suis Laurence Liégeois, chargée de mission politique de la ville à Pays et Quartier de Nouvelle-Aquitaine. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas PQNA, nous sommes le centre de ressources sur le développement territorial et la politique de la ville pour la région Nouvelle-Aquitaine. Nos missions sont diverses, mais elles consistent essentiellement à animer le réseau des professionnels du développement territorial et plus spécifiquement de la politique de la ville en région Nouvelle-Aquitaine. Elle vise à accompagner les acteurs dans le déploiement et la mise en œuvre des politiques publiques à l'échelle de leur territoire, de capitaliser, de diffuser les expériences qui sont déployées sur ces territoires et à favoriser l'appropriation et la compréhension par les acteurs des politiques publiques. Je vous inviterai durant ce webinaire à consulter dans l'onglet chat ma collègue Alexia Michou de PQNA qui est en support aujourd'hui avec moi va vous poster de temps en temps des liens vers des ressources auxquelles je ferai référence, donc n'hésitez pas à regarder ce qui se passe dans le chat. Sans plus attendre, pour commencer cette webconférence consacrée donc à la monoparentalité, je laisse la parole à Caroline Léger, chargée de mission régionale politique de la ville à la DRETS Nouvelle-Aquitaine, pour un mot d'introduction. Caroline, bonjour. Bonjour Laurence, merci. Oui, je m'appelle Caroline Léger, chargée de mission politique de la ville. Alors aujourd'hui, je souhaitais introduire ce temps de restitution de l'étude de la RESVI. La DRETS, le service politique de la ville, en lien avec la mission d'observation sociale régionale, finance des études, et des études qui ont vocation ensuite à servir d'aide au pilotage pour les politiques publiques. Et donc, pour nous, c'est un moyen de repérer ensuite des projets qui portent sur les indicateurs ou des caractéristiques qui ont été révélées par l'étude. Donc ici, en l'occurrence, c'est une étude qui nous a semblé intéressante parce qu'elle porte sur la monoparentalité, les situations de monoparentalité, et comment on y répond en termes de mode de garde ou d'accès au temps de loisirs. Et c'est d'autant plus un indicateur qui nous a interpellés que les situations de monoparentalité sont fréquentes dans les quartiers politiques de la ville, ce qu'a révélé la récente étude du cabinet Compass sur le profil socio-culturel, socio-professionnel des quartiers politiques de la ville. Voilà, qu'on peut retrouver sur le site de PQNA d'ailleurs. Donc je remercie PQNA, le centre de ressources, du soutien pour la restitution de cette étude. Voilà, c'est au-delà en fait du financement, ce qui est important aussi pour nous, voilà, en tant qu'État financeur de projet, c'est aussi de voir comment les résultats d'une étude peuvent ensuite servir à l'évolution des politiques publiques. Et comment est-ce qu'ensuite on peut mettre en œuvre, déployer, transposer dans certains territoires ce qu'a pu révéler l'étude qui vous sera présentée aujourd'hui. Voilà. Merci Caroline. Alors, quelques mots sur le déroulement de cette conférence. Elle se déroulera en 2 temps. Tout d'abord, donc, on entendra Johanna Dagorn et Arnaud Alessandrin de la RESVI qui nous partageront les grands résultats, les grands enseignements de cette fameuse étude sur la monoparentalité dans les QPV de Nouvelle-Aquitaine. Et puis ensuite, dans une seconde partie, nous aurons l'occasion d'entendre les acteurs de 2 territoires de Nouvelle-Aquitaine. D'une part, l'île d'Oléron, la communauté de communes de l'île d'Oléron, et d'autre part, le CIDFF de la Dordogne pour le territoire du Grand Périgueux, qui nous partageront finalement leurs expériences. Donc, ce sont 2 territoires qui ont fait partie, qui ont été dans le périmètre de l'étude qui va nous être présentée dans une minute. Et ces territoires-là ont déployé des actions en direction des familles monoparentales dans les quartiers politiques de la ville ou les quartiers populaires. Et donc, ils nous partageront leurs expériences et les enseignements qu'ils ont tirés du déploiement de ces actions.
Alors, un dernier mot avant de commencer sur les aspects techniques de cette webconférence. Donc, vous l'avez constaté, vos micros sont désactivés, mais vous avez la possibilité dans l'onglet questions de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à interagir dans cette partie-là de l'interface. Je relayerai vos questions aux différents intervenants au fur et à mesure. Bonjour à toutes et tous. Donc, Johanna Dagorn, chercheuse à Aresvi. Et Arnaud Alessandrin également. On va pas essayer, nous allons réussir le partage d'écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Super. Impeccable. Donc, est-ce que, en déroulant, vous voyez la slide numéro 2, le rappel des objectifs? Non, il faut passer en mode diaporama, je pense, parce que là, on voit le... C'est ce que j'ai fait et je sais que sinon, on va le faire manuellement. Vous le voyez, là, le numéro 2? Oui. Bon, écoutez, on va changer les slides de manière manuelle. On va la faire à l'ancienne. Hein. Donc, bonjour à toutes et tous. D'abord, un grand merci de nous permettre de pouvoir présenter cette étude qui s'est donc déroulée durant 2 ans, de 2019 à 2021, donc avec le soutien de l'État, et également celui de l'URAF, l'Union régionale des familles. Donc, le rappel des objectifs, ce qu'on nous avait demandé, c'était diagnostiquer les offres sur les territoires. Donc, pour ça, on a fait ce qu'on appelle une étude de trace. Une étude de trace, c'est très simple. C'est quelque chose qui nous permet de prendre tout document sur le même plan. C'est-à-dire qu'à la fois des chartes effectuées sur un territoire, un travail associatif, tout comme universitaire, ont la même valeur pour dire à la fois les questions de démarche, les engagements, mais également, pour le dire très vite, la doctrine sur un territoire donné. Donc, ça a été un travail qui a été très intéressant parce que ça nous a permis, dans le cadre, je vais peut-être le dire rapidement, d'une recherche-action, de pouvoir travailler dès le début et de manière tout à fait horizontale avec tous les acteurs et actrices sur un territoire donné. Il me semble important d'abord de les remercier parce que tous et toutes ont joué le jeu de manière assez incroyable, donc sans rentrer dans la logique totale d'une démarche action. Sans qui et quoi, ça n'aurait pas pu fonctionner parce qu'une recherche-action, elle se fait d'abord, avant tout, avec le concours important dans une co-construction de tous les acteurs et actrices sur le territoire. Ensuite, on nous avait demandé d'évaluer les demandes et les pratiques des familles monoparentales sur ces territoires. Donc, on est aussi parti sur une logique de besoin, donc pas d'adéquationnisme à purement parler, mais bien sur la question quels sont les besoins, les désirs des personnes. Et ensuite, comparer les profils des répondants, des répondantes par rapport au questionnaire. Et en effet, si on n'a pas le temps, on vous invite à lire les rapports nombreux de travailler sur cette question. On a bien vu, en effet, des spécificités en fonction des territoires, de la typologie des personnes. Ce n'est pas la même chose d'être une femme cadre en situation de monoparentalité, si on n'a pas le temps de le dire, pour vous donner un ordre d'idée. Une femme cadre, par exemple, ne va pas poser de jours pour enfants malades, étant donné qu'elles sont sujettes, pour une grande partie d'entre elles, à la prime d'assiduité. Et donc, pour ne pas perdre leur prime d'assiduité, elles posent des congés et taisent le fait qu'elles sont en situation de monoparentalité. Donc, vous voyez des spécificités en fonction des publics, des territoires. On l'a vu sur la question des quartiers prioritaires. Pour le dire également autrement, en fonction... Ah oui, je continue. C'est pas la même chose non plus, on y reviendra peut-être, sur le fait d'être en situation de monoparentalité depuis le départ ou après un divorce, une séparation ou un veuvage. Et dans les quartiers
prioritaires, une grande majorité des femmes qu'on a pu étudier sont en situation de monoparentalité depuis le début. Donc la question de l'autonomie n'est absolument pas non plus comparable. Rappel de la méthodologie, donc tout d'abord une étude statistique de la population assez longue, hein, où on a pris également, et on remercie beaucoup de données issues de l'INSEE, également de la CAF qui nous en disent long avec l'indice du RUC qui est quand même extrêmement bien renseigné. Une étude de documents, je l'ai dit, qui a permis de travailler sur l'offre des services. On a pu le voir, Laura Douté parlera tout à l'heure. Elle nous a été d'une aide très précieuse justement pour pouvoir compiler ces données au niveau territorialisé. Un questionnaire en ligne. Alors le questionnaire, on l'a travaillé parce que c'est aussi la question de la recherche-action. On l'a proposé aux acteurs et aux actrices et chacune a pu le modifier, ce qui permet à la fois une meilleure appropriation sur le terrain et surtout une meilleure cohérence et pertinence. On a évidemment mis dans nos travaux d'élaboration tout au long des personnes concernées expertes, ce qui est excessivement important, primordial au point de vue éthique, mais également au point de vue pratique. Et puis, on a effectué des focus group auprès des personnes concernées, mais également auprès des institutionnels. Les focus group, j'en dis 2 mots. Ce sont des entretiens collectifs, en général de 8 personnes à peu près, où, contrairement aux entretiens, le grand avantage d'un focus group, c'est que ça va permettre à chaque personne de pouvoir rebondir sur une expérience donnée. Ils ont été extrêmement riches et ils ont donné lieu à des comptes rendus, à des synthèses qui, chaque fois, avant de les annexer dans le rapport final, ils y sont, on a chaque fois demandé aux acteurs et aux actrices de pouvoir le modifier si ils ou elles le voulaient et surtout de le valider à l'unanimité. C'est extrêmement important au point de vue, parce que parfois on peut dire des choses à chaud qu'on regrette et qu'on ne souhaite plus voir écrites, et inversement, on veut rajouter des choses. La méthodologie des focus group est extrêmement bien renseignée et également annexée dans chaque rapport. Rappel des territoires enquêtés. Donc, on avait des territoires urbains avec La Rochelle, où on a vu quand même des choses assez... pas La Rochelle, l'île d'Oléron, pardon, et Brive, décidément. Les questions de rural en Haute-Corrèze et dans le Civrésien. Et le périurbain avec le Haut-Poitou et l'île d'Oléron. Des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le Grand Périgueux et à Rochefort, avec 2 quartiers investigués dans chacun, donc ce qui fait 4 quartiers différents. Et puis également, mais là de manière uniquement quantitative, les Landes et le Lot-et-Garonne qui ont à eux seuls compilé 568 résultats. Donc on leur a effectué un retour sur les grandes lignes avec donc des choses indicielles, étant donné qu'une recherche comme celle-ci, qui est une recherche-action dite par entonnoir, c'est-à-dire le questionnaire va donner des variables explicatives indicielles et elles vont être interrogées dans le volet compréhensif, qualitatif des entretiens collectifs. Donc, pour ces 2 territoires, il y a juste eu un diagnostic avec des remarques indicielles qui n'ont pas été interrogées par la suite. Important également de dire l'importance pour les personnes concernées et interrogées, c'est que le verbatim, c'est-à-dire les réponses données dans le questionnaire, dans les questions libres, a été très, très riche, notamment dans les quartiers prioritaires et surtout dans le Grand Périgueux où on a eu énormément de substances à proprement dit. Et puis avec des choses d'autant plus intéressantes qu'on s'est retrouvés après le premier confinement dans ces quartiers interrogés. Je vais passer, je vais quand même beaucoup insister sur la méthodologie. Nous avons eu donc 1347 réponses au questionnaire, ce qui est quand même incroyablement important, ce qui nous a permis d'avoir un échantillon, comme on dit, relativement randomisé et d'avoir donc des
des diagnostics qui ont pu être à la fois territorialisés et ensuite globalisés dans un rapport régional avec des tendances. Qu'ils sont les répondants et répondantes? Bon, on voit la typologie classique des familles monoparentales. Ensuite, on avait interrogé sur la question du statut locataire ou propriétaire. Il faut faire attention sur le terme propriétaire pour les 30%. Il est complètement biaisé avec le civrésien notamment, dans la mesure où dans la Vienne, il y a énormément, c'est-à-dire que les questions de le logement social et les maisons insalubres coûtent le même prix. Donc, beaucoup de personnes sont propriétaires de leur logement, mais dans un état d'insalubrité qui est extrême. Donc, la question de l'accès à la propriété pose également la question, non pas du droit à la propriété, mais la question de l'usage qui peut tout à fait être différencié et voire même parfois extrêmement défavorable pour les personnes. Également, la typologie des répondants et répondantes. Peut-être que je vais laisser la place pour montrer, vous pourrez le lire, pour montrer que la question de l'âge, on est sur des choses complètement logiques, mais avec des différences. Vous verrez, pour cette intervention, on a extrait, on vous a mis les échantillons globaux et ensuite nous avons extrait les réponses dans les quartiers prioritaires de manière à pouvoir entretenir une discussion sur ces questions-là. Je vais peut-être pas m'attarder sur la comparaison entre les territoires. Je vous ai expliqué la méthodologie et je vais laisser la place à Arnaud Alessandrin. Merci beaucoup, Johanna. Bonjour à toutes et tous et encore merci pour l'organisation de cette rencontre et l'opportunité qui nous est donnée d'une nouvelle fois restituer cette enquête dans une dimension qui, pour le coup, est, comme l'a dit Johanna, un peu inédite pour nous, puisque nous sommes immédiatement dans la comparaison entre les quartiers prioritaires de la ville et les autres territoires étudiés. Jusqu'à présent, c'est vrai, nous étions plutôt dans des moyennes régionales ou dans des restitutions territorialisées. Ici, cette confrontation, vous allez voir, nous permet peut-être de manière plus saillante de révéler les pleins et les déliés des caractéristiques en termes notamment de mode de garde et d'accueil, mais aussi de temps disponible ou contraint pour les personnes concernées et d'autres facteurs périphériques comme le temps passé avec les enfants, le temps accordé aux soins, le coût de ces modes de garde ou les effets positifs ou négatifs ou ambivalents de l'information donnée par les institutions et les associations en matière de mode de garde et d'accueil. Alors, quelques résultats, on ne va pas tous vous les donner, les rapports sont longs, les questions étaient nombreuses, on va donc essayer de focaliser sur quelques-uns des points qui nous semblent être des points de discussion. Avec cette première question, avez-vous déjà eu recours, et tu m'arrêtes, tu me coupes quand tu veux, avez-vous déjà eu recours à une crèche ou une assistante maternelle ou bien encore à une garde à domicile pour vos enfants? À chaque fois, et vous allez voir, tous les tableaux sont comparés de la sorte, nous différencions les femmes et les hommes. Avec une distinction singulière par rapport aux enquêtes déjà menées sur la monoparentalité, c'est que dans cette enquête, nous avons suffisamment d'hommes pour pouvoir quantifier le rapport des hommes en situation de monoparentalité. Alors, on dit en situation de monoparentalité, on va pouvoir peut-être en discuter si vous le souhaitez lors des échanges, mais ici, il y a un terme parapluie qui renvoie à des situations diverses, dont d'ailleurs les hommes et les femmes font l'expérience de manière assez singulière et nettement différenciée. Deuxième élément dans ces tableaux, de manière à ce que tout le monde comprenne comment ces tableaux sont construits, nous différencions les bas revenus et les hauts revenus, puisque nous demandions aux personnes une fourchette de leurs revenus. Attention, en fonction des réponses, on a plus ou moins d'écart entre ce que l'on va noter comme étant des bas niveaux de vie et les réponses des quartiers prioritaires. Tout simplement parce que, Johanna l'a dit, il y a des milieux ruraux qui ont été interrogés ou des espaces paupérisés dans la ville qui ont été
interrogés et qui ne sont pas dans la politique de la ville et qui peuvent faire bouger les moyennes, y compris lorsqu'on compare les quartiers prioritaires de la ville et les répondantes et les répondants disant avoir un bas niveau de vie. Troisième élément que l'on compare dans ces tableaux, est-ce que les personnes vivent seules avec leur enfant ou est-ce que la garde est partagée? Vous voyez bien où on veut en venir, on arrive avec nos gros sabots, en termes notamment de temps libre, en termes de partage des responsabilités, en termes de soutien. Également, on a là des effets différentiels. Donc, hommes et femmes, niveau de vie, seul ou en garde partagée, voici les éléments qui, à chaque fois, sont précisés dans ce tableau, dans ces tableaux, puisque à chaque fois, vous le verrez, on revient dessus. Sur le côté ou dans des slides suivantes, nous insisterons sur les caractéristiques des QPV étudiés. Alors, quand on demande, je reprends la question, avez-vous déjà eu recours à une crèche, à une assistante maternelle ou bien encore à un mode de garde à domicile pour vos enfants? En moyenne, nous avons 69% des répondantes et des répondants de notre enquête qui nous disent oui, donc sur les plus de 1200 répondantes et répondants que nous avons eus. Mais quand nous regardons ce qu'il en est du côté des quartiers prioritaires, nous descendons à 50%. 50% des répondants et des répondantes dans les QPV nous disent « Oui, j'ai eu accès déjà à des crèches, à des assistantes maternelles ou bien encore à des gardes à domicile pour les enfants », ce qui pose la question « Comment se déploient, comment se déroulent les processus d'aide, de soutien, d'entraide ou les demandes institutionnelles ou associatives en matière de mode de garde ou d'accueil dans ces quartiers prioritaires. Alors, comparons quelques territoires, si vous le voulez bien. Avez-vous déjà eu recours à une crèche, à un centre maternel ou encore à des gardes à domicile pour vos enfants? On reprend la moyenne, 69%. Quand on regarde, par exemple, sur des territoires similaires, ce qu'il en est, on a des effets paradoxaux. Alors, on va le dire d'emblée, on a parfois des quartiers prioritaires qui, en Nouvelle-Aquitaine, vont se ressembler, et parfois des quartiers prioritaires étudiés qui ne vont pas du tout se ressembler. Donc, il va falloir que, simultanément, on fasse attention à distinguer les quartiers prioritaires des autres territoires, mais même chorégraphie, même souci méthodologique de distinguer les quartiers prioritaires entre eux, car chaque quartier prioritaire peut avoir des spécificités. Ainsi, si l'on compare, par exemple, ce qu'il en est entre Rochefort et La Rochelle, on voit que les moyennes sont approximativement les mêmes. Mais si on regarde ce qu'il en est à Périgueux, par exemple, on voit que avez-vous eu recours à une crèche ou une assistante maternelle, on a beaucoup plus de réponses positives hors QPV que dans les QPV. De même, quand on regarde la moyenne à l'île d'Oléron, on voit qu'on s'approche de la moyenne régionale. Donc, faisons attention à ne pas résumer, réduire, créer l'illusion que tous les quartiers prioritaires se ressemblent. Il y a des spécificités territoriales, il y a des spécificités, et Johanna va sûrement le dire, puisqu'elle a fait de nombreuses études sur les comparaisons entre rural et quartiers prioritaires. Il y a des spécificités liées à l'accès aux services publics, il y a des politiques territoriales qui sont spécifiques. Il est donc parfois impossible de dire que tous les quartiers prioritaires se ressemblent stricto sensu. Je prends un exemple très concret. Par exemple, dans les quartiers prioritaires de Rochefort, il n'y a pas de bus scolaire. Or, la grande majorité des mamans qu'on a interrogées ne mettent pas leurs enfants à la cantine. Donc, par conséquent, les distances, même quand elles ne sont pas longues, en fait, faut les comprendre en termes de carte mentale, davantage qu'en ratio kilométrique. Pour elles, c'est extrêmement compliqué parce qu'elles ne veulent pas mettre leurs enfants dans le bus de ville. Donc, par conséquent, elles les emmènent le matin, elles reviennent les chercher entre midi et 2 avec le bus de ville, elles reviennent après manger et ensuite en fin d'après-midi, ce qui fait que les distances, quand bien même elles sont à 1 kilomètre, que l'école
se retrouvent à 1 km, 1,5 km, je pense à Rochefort. Vous allez dire c'est pas loin, on est bien d'accord. Mais en l'occurrence, quand on doit prendre le bus 4 fois dans la journée, eh bien le rythme est fait en fonction de celui de l'enfant, et donc par conséquent, on peut se retrouver en fonction des politiques publiques sur des distances qui paraissent extrêmement longues et qui ne permettent pas à ce moment-là de pouvoir avoir du temps pour soi et voir des moments de répit. Alors, si on poursuit, on va voir cette tension, enfin, c'est multiples tensions tout au cours de la rencontre, à la fois les femmes et les hommes, à la fois les bas et les hauts revenus, à la fois être en mode de garde alternée et être en situation de monoparentalité seule, mais aussi chaque singularité des quartiers prioritaires. Alors, si on pose d'autres questions, on les a listées et je vous les lis si vous avez du mal à lire les tableaux. Première question, avez-vous déjà eu recours à des centres de loisirs durant les périodes de vacances scolaires? En moyenne, en Nouvelle-Aquitaine, dans nos enquêtes, 69% des répondantes et des répondants disent oui, j'ai eu déjà recours à des centres de loisirs durant les périodes scolaires. Ce chiffre chute à 47% dans les quartiers prioritaires étudiés. Donc, un chiffre qui est plus bas encore que la moyenne des répondantes et des répondants parmi les plus bas revenus de nos enquêtes. Donc, on a une spécificité là de l'ensemble des quartiers prioritaires qui montre un éloignement de ce type de service. Autre question, si vous le voulez bien. Avez-vous déjà, enfin, je dis si vous le voulez bien, mais en même temps, on a la main sur le PowerPoint, donc c'est une question rhétorique. Avez-vous déjà eu recours à des garderies ou à des accueils périscolaires avant ou après l'école? En moyenne, en Nouvelle-Aquitaine, dans les sites étudiés, nous avons eu un taux de recours à des garderies ou des accueils périscolaires avant ou après l'école pour 75% des répondantes et des répondants. Donc, les 3/4 des répondants et des répondants disent oui, on a eu accès à des garderies ou à des accueils périscolaires. Mais lorsqu'on fait un focus sur les quartiers prioritaires étudiés, ce chiffre tombe à 50%. Là aussi, un chiffre plus bas que la moyenne des bas revenus dans nos enquêtes. Ça veut dire qu'il y a un effet économique, mais que cet effet économique ne suffit pas à expliquer l'éloignement au service. On voit ici que l'éloignement, il est aussi géographique, subjectif, relationnel, et Johanna pourra peut-être revenir dans la discussion sur les éléments relationnels qui parfois font des distances vis-à-vis des institutions et des modes de garde. Il me semble peut-être important de rajouter quelque chose parce que vous êtes sûrement étonnés sur les variables genrées en voyant que les hommes ont beaucoup moins recours que les femmes, toutes choses égales par ailleurs, QPV, hors QPV, au mode d'accueil, quel qu'il soit. Donc, on avait été étonnés devant ces chiffres. Donc, on a émis quelques hypothèses. On a pu les tester. On a interrogé, on s'est même entretenu par téléphone avec plusieurs hommes parce qu'ils n'ont pas participé aux entretiens collectifs. Et en fait, il se trouve que les hommes ont moins recours au mode de garde parce qu'ils bénéficient des avantages, des stéréotypes liés aux hommes seuls. Et donc, par conséquent, ils ont toutes les femmes dans le Caire qui vont les aider, une voisine, une proche, etc., etc. Donc, c'est la raison qui va expliquer en très, très grande partie le non-recours des hommes au mode d'accueil. Donc, en fait, vont avoir les stéréotypes plus ou moins favorables et bénéficier donc des questions de care du côté du genre. Et inversement, une grande partie des femmes qu'on a pu interroger dans les quartiers prioritaires et également à l'île d'Oléron, où tout le monde se connaît, la question du contrôle social, pour le dire rapidement, est importante, ne va pas autoriser les femmes qui ne travaillent pas ou peu à remettre leurs enfants auprès d'une institution lorsqu'elles ne travaillent pas pour des raisons liées au contrôle social, mais également aux raisons liées à l'éducation différenciée et de réputation. Je reprends, excusez-moi. La question du mode de garde, mais cette fois-ci le mercredi.
Et pareil, lorsqu'on pose la question de ce mode de garde, on a en moyenne 54% des répondantes et des répondants qui disent oui, nous avons eu recours à ce mode de garde le mercredi. Mais lorsqu'on pose la question au quartier prioritaire, on se rend compte que 47% seulement des personnes issues des quartiers prioritaires et ayant répondu à notre enquête ont accès à ce mode de garde. Cela signifie que peu importe la question que nous posons en termes de mode de garde, nous avons un grand nombre de répondants et de répondantes qui, dans les quartiers prioritaires, n'ont pas recours à ces services à la même hauteur que la moyenne de la population étudiée. Alors encore, population étudiée dans le cadre de notre enquête, dans les territoires étudiés. Alors, si on poursuit cette discussion, notamment sur les autres modes de garde, qu'en est-il des autres modes de garde? Et Johanna a commencé à vous dire des éléments, donc on va continuer. Premièrement, nous avons la question des autres membres de la famille. Les autres membres de la famille, qui est-ce qui a accès aux autres membres de la famille ou qui est-ce qui demande aux autres membres de la famille d'avoir, de bénéficier de cette aide en termes de mode de garde? Eh bien, nous avons 81% des personnes interrogées qui nous disent « Oui, nous demandons à d'autres membres de la famille de nous aider en termes de mode de garde. » Plus dans certaines circonstances que dans d'autres, mais la moyenne est plutôt la même. 80% également dans les quartiers prioritaires. On a donc, si vous voulez, dans les quartiers prioritaires, comme en moyenne en Nouvelle-Aquitaine, le même taux de personnes demandant aux autres membres de la famille de les aider en termes de mode de garde. Ce n'est donc peut-être pas là que nous allons avoir le plus gros différentiel. Y a-t-il des aides à domicile ponctuelles, momentanées, qui peuvent aider à des modes de garde? Là encore, il semblerait que dans les quartiers prioritaires de la ville, comme dans le reste des quartiers ou des territoires étudiés, on soit sur une moyenne de 5%. Donc là encore, ce n'est pas là que le croisement des données nous donne le plus gros des différentiels. Alors, est-ce qu'on va le dire comme ça, est-ce qu'on fait appel à un ami pour le dire comme dans un fameux jeu télévisé? Là encore, on voit que il n'y a pas vraiment de différence en fonction des territoires étudiés, quartiers prioritaires ou autres territoires. Mais quand on regarde d'autres typologies, d'autres propositions de réponse, par exemple, est-ce que vous demandez à des voisins ou à des voisines? Eh bien, on se rend compte que les hommes demandent plus, les personnes avec des hauts niveaux de vie demandent plus, et en quartier prioritaire, on demande plus, beaucoup plus que la moyenne des autres territoires, à des voisins ou à des voisines, on se dit peut-être potentiellement à des voisines, d'aider en matière de mode de garde ou d'accueil. Autre réponse très significative, et je crois que dans les rapports avec Johanna, on insiste particulièrement dessus. Est-ce que vous demandez à l'une ou à l'un de vos enfants de vous aider en termes de mode de garde? Et en moyenne, on a 13% des répondants et des répondantes qui, en Nouvelle-Aquitaine, disent oui, lorsque je ne sais pas comment faire, eh bien, je demande à l'un de mes enfants. Dans les quartiers prioritaires, ce chiffre augmente, ce pourcentage, cette part augmente à 20%. C'est-à-dire qu'une personne sur 5 en situation de monoparentalité en quartier prioritaire fait reposer la responsabilité du mode de garde ou d'accueil dans des circonstances souvent particulières, mais néanmoins existantes, sur les enfants, l'un ou l'une des enfants de la famille. Deux éléments particuliers, donc la question de la solidarité de voisinage et la question de la responsabilisation en interne de la famille, de l'un ou de l'une des enfants en matière de mode de garde. Le terme « autre », c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé, c'est que 10% des enfants se gardent seuls, en fait. On a dans cette enquête, en effet, un certain nombre de personnes
auxquelles on n'avait peut-être pas, c'est vrai, spontanément pensé. Et on a eu beaucoup de témoignages qui nous l'ont dit, de parents disant je ne sais pas comment faire, et donc par conséquent, les enfants sont seuls. On stipule 7% en moyenne, 10% dans les quartiers prioritaires, avec une enquête qui couvre pour partie les instants de confinement et la Covid. On pourra discuter peut-être, mais je crois que la discussion s'engage immédiatement sur ça, sur les effets notamment liés à l'apprentissage, à l'éducation, à la continuité pédagogique dans un contexte de numérique notamment. Alors, vous le voyez, on interprète ces chiffres du côté du genre, du côté du revenu, mais aussi du côté de la situation personnelle. Et donc, à chaque fois, il aurait été important de vérifier si on pouvait implémenter ce croisement, genre, revenu et situation personnelle, du côté des quartiers prioritaires. Mais nous nous sommes arrêtés là, tout simplement parce que les effectifs ne nous permettaient pas de, une nouvelle fois, découper les réponses des quartiers prioritaires du côté du genre, des revenus ou de la situation personnelle. Il est à espérer que progressivement, ces chiffres augmentent et que nous puissions, territoire par territoire, avoir une lecture encore plus fine de ces éléments, notamment sur les territoires prioritaires. Tu veux reprendre la parole pour le résumé, peut-être ? Ou je le fais si tu veux. Vas-y. Alors, en résumé, je préfère compléter parce que j'ai une voix un peu. Comme vous pouvez le voir, Johanna, ou l'entendre, Johanna est malade, alors on va essayer de faire économiser sa voix. On a donc des hommes encouragés qui ont très peu recours aux modes de garde et d'accueil, des femmes à haut revenu qui sollicitent ces modes à un taux un peu plus important, mais on va voir peut-être pourquoi. Les familles et les amis qui sont deux autres de modes de garde sollicités, 30% des familles qui ne peuvent compter que sur elles-mêmes en cas d'empêchement, et 7% en moyenne d'enfants qui n'ont pas d'autre mode de garde qu'eux-mêmes, et 10% dans les quartiers prioritaires. Ça pose la question, vous vous en doutez, de la gestion du temps. Et quelques questions nous semblaient importantes à partager avec vous. Là encore, on ne les a pas toutes mises sur le PowerPoint. Avez-vous des loisirs avec vos enfants ? Et on voit qu'en moyenne, 72% des personnes disent avoir des loisirs avec leurs enfants. Combien de temps libre par semaine vous accordez-vous rien que pour vous ? Alors, en moyenne, on a 68% des personnes qui disent moins de 2 heures. Je rappelle, les personnes, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des femmes en situation de monoparentalité. Et quand on regarde ce qu'il en est du côté des quartiers prioritaires, eh bien, on a, avez-vous des loisirs avec vos enfants ? 72% qui répondent oui. Je vous rappelle le chiffre, excusez-moi de basculer, 72% qui répondaient oui en moyenne, dans la Nouvelle-Aquitaine. Alors, comment se fait-il que ce chiffre ne bouge pas ? Ça veut peut-être dire que si les parents ont le sentiment d'avoir des loisirs avec leurs enfants, c'est que les loisirs ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Pouvez-vous avoir... Excusez-nous. 50% des répondantes dans les quartiers prioritaires étudiés disent ne pas s'accorder plus de 2 heures de libre par semaine. Moins de 30% d'entre elles sont parties en vacances avec leurs enfants depuis plus de 2 ans. Et 60% d'entre elles, eux, mais majoritairement elles, ont recours à des membres de la famille, dont des enfants, en cas d'imprévu pour les modes de garde. On a donc ici quelque chose de très, très massif qui fait que on pourrait se dire que les parents ont un même taux des loisirs avec leurs enfants, mais quand on regarde le type de loisirs, eh bien, il y a beaucoup moins de départs en vacances, il y a beaucoup plus de loisirs délégués, notamment au sein de la famille, que dans des centres d'animation, par exemple. Pour donner quelque chose à titre d'illustration, les personnes, on a eu quelques, notamment dans les quartiers prioritaires de Rochefort, des situations dramatiques de personnes qui ont fait appel à des dispositifs de la CAF, qui n'avaient pas bien compris en fait le dispositif et qui ont été rapatriés dans des conditions absolument abominables et avec une manne financière importante qui leur a été remboursée qu'en partie. Donc ça, après, quand on connaît la question du contrôle social dans les quartiers comme en rural où tout le monde se connaît, après ça se dit.
Et donc, ça fait effet boule de neige en disant il ne faut absolument pas partir en vacances avec des dispositifs dédiés parce que c'est une catastrophe, ça coûte cher, etc. etc. Autre chose qui a pu être vue, notamment, mais je pense que Nathalie Verdier du CIDFF en parlera peut-être, donc en Dordogne, dans le Grand Périgueux, c'est une fois que quelque chose réussit, après, ça se sait, et donc la confiance peut être davantage amenée. Mais je pense par exemple à la mobilisation qui avait été faite avec le centre social dans l'un des quartiers prioritaires de Périgueux et qui avait été un vrai succès pour les 7-12 ans. Donc après, ça s'est su. Mais problème qu'on a pu voir, c'est la question du confinement qui a tout arrêté et donc qui a remis de manière globale cette défiance vis-à-vis des institutions qu'on retrouve également dans le rural, dans la mesure où les personnes demandent davantage d'humanisation en fait sur le recours aux politiques publiques quand elles disent pas la CAF, etc. Elles disent telle personne, elles disent un prénom, un nom. Et donc, elles ont excessivement besoin, comme en rural d'ailleurs, de pouvoir humaniser la question des politiques publiques. Et quand elles arrivent à l'humaniser à travers une personne, eh bien, la confiance peut s'instaurer et des projets peuvent à ce moment-là mieux adhérer. Donc, la question du Covid a relancé ça. Donc, ça fait aussi partie des préconisations qu'on avait données, par exemple, pour la CAF dans les courriers par rapport à Pôle emploi, c'est-à-dire toujours mettre le même nom de la personne, ce qui peut remettre, entre guillemets, ce terme il est fourre-tout, mais un petit peu d'aller vers ces publics. On poursuit, si vous le voulez bien, sur la question des déplacements, car qui dit loisirs, qui dit accès aux services de garde et plus généralement aux services publics, on n'a pas beaucoup insisté sur les différents services publics, mais on avait travaillé sur l'école, on avait travaillé sur la santé. On pourra y revenir, si vous voulez, avec Johanna. Disposez-vous d'un véhicule? 85% des personnes en Nouvelle-Aquitaine disent disposer d'un véhicule. Simplement 60% des habitants et des habitantes de quartiers prioritaires ont un véhicule et 40% estiment avoir des difficultés dans leur déplacement, là où simplement, je dis simplement, mais je le mets entre gros guillemets, 31% des personnes, donc des femmes en situation de monoparentalité étudiée, disent avoir des difficultés dans leur déplacement. Pour des raisons diverses. D'abord, l'isolement, la solitude. Deuxièmement, la difficulté de demander de l'aide, encore une fois. Les femmes le disent bien souvent, le sentiment d'apparaître comme des mauvaises mères si elles demandent tout le temps de l'aide ou si elles abandonnent, le sentiment d'abandonner leur enfant pour demander de l'aide par ailleurs. Et puis, les questions économiques. On sait que dans ces situations de monoparentalité, dans de nombreux cas, en tout cas, les conditions et les situations économiques sont plutôt défavorables. Alors, quand on ajoute des situations géographiques, des situations de confiance dont a parlé Johanna, des situations d'entraide qui sont différentes, certes entre les femmes et les hommes, certes entre les bas revenus et les hauts revenus, mais aussi entre les quartiers prioritaires et les autres territoires étudiés et ces questions de déplacement, on arrive à une cumulation de faits qui font qu'en moyenne, même si chaque quartier prioritaire est différent, en moyenne, nous avons une accumulation plus importante, plus lourde, plus pesante des difficultés et des écueils dans les modes de garde et dans les façons de vivre cette monoparentalité dans les quartiers prioritaires comparativement au reste des territoires étudiés. Alors, en résumé, on peut dire qu'il n'y a pas de corrélation majeure entre les distances parcourues et la justesse derrière ces dernières. On a beaucoup de gens qui disent les distances entre les différents modes de garde et institutions sont certes importantes, mais ça va. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce fatalisme, mais ça va, est plus important dans les quartiers prioritaires que dans les autres espaces de la ville. Mais ce n'est pas la première fois qu'on étudie ce fatalisme. On a vu des distances extrêmement importantes, par exemple du côté de Ussel, où les familles en situation de monoparentalité pouvaient effectuer jusqu'à 100 km en voiture dans la journée.
mais on a interrogé quasiment que des femmes cadres qui avaient même pour quelques-unes d'entre elles du personnel de maison. Oui. Donc, par conséquent, les distances parfois de 100 km leur paraissaient absolument pas éloignées. Donc, on est vraiment aussi sur la question, il faut l'entendre, des cartes mentales et de la difficulté pour certaines personnes à prendre le bus plutôt que la voiture, etc., etc. Donc, encore une fois, je reviens sur le fait que il ne faut pas penser le ratio kilométrique, mais bien le rapport des personnes et également la question des infrastructures et le rapport des personnes par rapport à ces infrastructures. Je pense par exemple à l'un des quartiers du Grand Périgueux où les femmes marchaient beaucoup autour d'une coulée verte et elles appréciaient énormément d'ailleurs plutôt que de prendre les transports en commun et elles effectuaient des distances assez importantes, mais pour elles c'était aussi un moment de détente et de répit. Donc les femmes s'accommodent de ces situations, mais au détriment d'autres types de déplacements ou d'autres motifs de déplacement, que ce soit les loisirs ou que ce soit la santé. Néanmoins, quand on demande aux personnes, c'est-à-dire non pas dans les questionnaires, mais en entretien, ce qu'elles en pensent, eh bien, elles sont beaucoup plus nombreuses, notamment dans les quartiers prioritaires, à stipuler que ces modes de déplacement sont parfois inadaptés. Bus qui arrive une fois sur deux, terminus du bus qui est éloigné de leur espace de vie, ou déplacement dans la matinée ou en fin de journée qui est impossible parce que les horaires peuvent changer, notamment dans les périphéries de ville. Donc, on insiste aussi sur le fait que ce qui se dit dans le questionnaire et ce qui se dit en entretien et en focus group, ce n'est pas parfois tout à fait la même chose. Dernière question, et après on va laisser la parole, celle des frais de garde. On a des personnes qui en moyenne bénéficient de prise en charge à 19% pour les frais de garde et qui trouvent cela satisfaisant pour 46% en moyenne. Et on a ce même taux dans les quartiers prioritaires. Donc là encore, peut-être un fatalisme ou peut-être un accommodement avec les aides fournies, alors même que dans les quartiers prioritaires, on a des personnes qui nous disent que les difficultés économiques s'accumulent et donc que ces aides sont parfois insuffisantes. Le temps s'est écoulé, on vous remercie beaucoup de votre attention et bien sûr, on reste à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup à tous les deux pour ces éléments. Alors, il y a quelques questions. La première, je les prends dans le désordre, mais il y a une question sur les tranches d'âge des enfants. Est-ce que vous pouvez, je crois que ça a été présenté en début de support, mais pour la personne et puis sans doute d'autres personnes aussi qui n'auraient pas enregistré les éléments, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous repréciser finalement les familles monoparentales, c'est des familles avec des enfants qui se situent dans quelle tranche d'âge majoritairement? Alors, de manière globale, c'est les 6-15 ans, ce qui change tout de 0 à 6 ans. Donc là, il y avait un biais, et sauf dans les quartiers prioritaires où on avait davantage de 0-3 ans et 6-11 ans. Donc, par conséquent, la question des enfants de moins de 6 ans et aussi en âge de ne pas être scolarisés, c'est aussi posé dans les quartiers prioritaires. Mais on a tenu compte de ces variables qui changeaient complètement tout sur le rapport au mode d'accueil. On peut préciser qu'on est passé peut-être un peu vite, excusez-nous, sur la présentation de la population répondante en début de diaporama. Au demeurant, c'est dans le diaporama. Et donc, si cela vous intéresse, bien évidemment, on vous enverra les informations pour que vous puissiez prendre connaissance des populations qui ont été étudiées. Comme Johanna l'a dit, évidemment, en fonction des âges, la question de la scolarisation, la question du mode de garde va fortement différer. Alors, il y a une autre personne qui a posé une question concernant les tarifs des modes de garde qui sont différents selon les territoires. Est-ce que c'est une variable que vous avez prise en compte dans vos analyses? Oui, je vais y répondre.
Alors là aussi, on s'est retrouvé devant pas mal de paradoxes, mais qu'on a pu expliquer justement grâce aux entretiens collectifs et entretiens individuels par téléphone. La question de est-ce que vous jugez les ressources, les aides assez importantes, suffisantes ou pas? Bizarrement, dans les quartiers prioritaires, c'est là que les aides sont jugées pour plus de 80% suffisantes. Mais il y a une variable qu'on a pu expliquer, c'est que ce sont également les personnes qui connaissent le moins les aides. Donc, il y avait un biais important, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on juge les aides suffisantes qu'elles le sont réellement et qu'on a recours, parce que parallèlement, ils et elles connaissent bien moins leurs droits, le recours aux dispositifs que les cadres, par exemple. Les cadres, ce sont quasiment elles qui vont juger les aides insuffisantes, pour le dire rapidement, mais pour autant, elles les connaissent pas par cœur, mais elles connaissent très bien les dispositifs, dans la mesure où dans le numérique, sur la toile, elles peuvent tout à fait retrouver, elles ont rapport aux institutions qui est complètement différent. Donc, on a posé la question de la perception des aides. Donc, en fait, sur les représentations qu'ont les personnes sur les aides. Et donc, en fonction des politiques publiques, en fait, je ne suis pas certaine, entre guillemets, que ce soit l'élément le plus saillant, surtout pour les quartiers prioritaires, c'est le fait de connaître les dispositifs. Et on revient sur la même chose qui a été dite précédemment. Et ils et elles connaissent les dispositifs quand ils connaissent une personne en qui ils ont confiance. Donc, en fait, la clé, elle est davantage sur l'étayage, entre guillemets, au sens pédagogique du terme, et sur la connaissance et donc la reconnaissance d'une personne et donc à travers elle des institutions. Ce qui veut dire, parce que dans les entretiens, ça a été massif, que le tout numérique pour ces populations-là n'est absolument pas une solution. Et que multiplier les applications, multiplier les sites internet, multiplier les QR codes, ça n'assure pas, en tout cas selon nos résultats, une meilleure adhésion aux services proposés. Cela veut dire également que le fait qu'il y ait une personne physique pour accueillir, mais qu'il y ait un turnover dans les institutions, ça n'aide pas non plus les personnes qui ont un rapport général aux institutions publiques de méfiance ou de défiance à se sentir réconfortées, accompagnées ou bien accueillies. Donc, le tout numérique ou le turnover sont ici deux bornes qui, dans les récits, sont assez fréquemment relevées, comme d'ailleurs les fameux répondeurs téléphoniques sur lesquels on demande de mettre des codes, rappeler des codes, retaper le code secret. Bon, voilà, tous ces dispositifs sont plutôt des freins à l'accueil, à l'accompagnement et au renseignement, tout simplement, des droits des personnes. Merci. Alors, je réponds tout de suite, mais je crois que ma collègue a indiqué dans le chat, en effet, vous aurez accès en différé au replay de ce webinaire. Vous aurez aussi accès, je parle sous votre contrôle, Arnaud et Johanna, mais je crois que vous l'avez mentionné, donc oui. Au support PowerPoint qui vous a été diffusé. Une question complémentaire, Johanna et Arnaud, les résultats complets de l'étude sont-ils accessibles au grand public, et si oui, par quel biais? Bien sûr. Ce qu'on peut faire, Laurence, ils sont accessibles. On part du principe que la recherche a été financée par de l'argent public, donc elle appartient au public. On n'a aucun problème avec ça. Ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est vous les adresser et les mettre sur le site de PQNA, avec grand plaisir en tout cas. Parce qu'ils sont nombreux. Il y a à la fois des rapports territorialisés et avec des 4 pages qui donnent envie de lire la totalité du rapport, bien sûr, et également un rapport régional qui va être davantage du côté des tendances, en fait, avec des questions de genre,
de catégories sociales et de territoires, pour le dire très rapidement. Au demeurant, il n'est peut-être pas toujours évident de trouver l'ensemble des… Sur la part parmi les familles monoparentales, la part des hommes et des femmes. Donc là, je vais peut-être pouvoir répondre moi à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine parce que si vous suivez un petit peu les travaux et les ressources mises en ligne par PQANA, vous avez déjà dû sans doute le voir passer, mais nous avons commandé en 2022, donc cette année, un diagnostic assez complet sur à partir de l'ensemble des données disponibles sur les QPV de Nouvelle-Aquitaine au cabinet Compa. Et donc, dans ce diagnostic, il y avait quelques données sur la monoparentalité à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi des analyses quartier par quartier que vous pouvez retrouver. Toutes ces ressources-là sont en ligne sur notre site. Peut-être que Alexia pourra vous poster le lien qui vous permettra dans le chat d'accéder à ces ressources. Donc, pour répondre à la question posée, parmi donc, au sein des QPV de Nouvelle-Aquitaine, il y a 87% de familles monoparentales qui sont où le chef de famille est une femme, et 13% d'hommes donc, en situation de monoparentalité. Donc 87% de femmes et 13% d'hommes sur l'ensemble des QPV de Nouvelle-Aquitaine, avec des disparités assez importantes, bien sûr, de quartier à quartier, hein, puisque vous aurez les détails quartier par quartier dans les rapports qui sont sur notre site internet. C'est ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Voilà, je vous en prie, vous avez le lien. Et puis, j'en profite aussi pour indiquer un autre chiffre un peu chiffre clé que vous retrouverez dans ce diagnostic sur la monoparentalité, qui est intéressant aussi pour mesurer l'ampleur du phénomène. Si on considère l'ensemble des familles des quartiers politiques de la ville, sur toutes les familles, combien y a-t-il de familles monoparentales? Eh bien, dans les QPV en Nouvelle-Aquitaine, il y a 30% de familles monoparentales sur l'ensemble des familles des quartiers. Hors QPV, nous sommes, sur la Nouvelle-Aquitaine, nous sommes à 16%. Donc, on voit bien 30% de familles monoparentales dans les quartiers, 16% hors quartier. On voit bien que c'est un phénomène d'ampleur, bien sûr. Donc, voilà, pour les petits chiffres clés. Vous m'autorisez à rajouter quelque chose? Johanna et Arnaud, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous invite à rester bien sûr avec nous pour la deuxième séquence de ce webinaire. N'hésitez pas à réagir quand vous le souhaitez, hein, bien sûr, sur les interventions suivantes. Voilà, merci beaucoup. Je vous invite juste à couper votre micro quand vous n'intervenez pas. Je me tourne à présent vers Laura Douté. Oui, je vous invite à me rejoindre, Laura. Bonjour Laura. Vous êtes donc chargée de coopération convention territoriale globale sur le territoire de la communauté de communes de l'île d'Oléron. Ça fait 3 ans que vous occupez ce poste. Et vous êtes donc là pour nous partager un petit peu votre expérience d'une action en particulier dont on va parler dans quelques minutes, menée en direction des familles monoparentales de votre territoire. Et puis, j'invite également les 2 personnes du CIDFF, donc Nathalie Verdier et Elisa Goulfier, à nous rejoindre, le CIDFF de la Dordogne, qui sont là pour, elles, nous partager leur expérience du déploiement de différentes actions
sur le territoire du Grand Périgueux, sur les QPV du Grand Périgueux. Alors, je vais juste m'assurer que Elisa et Nathalie nous entendent, qu'elles sont bien là et qu'on peut bien aussi les entendre. Bonjour mesdames, est-ce que vous nous êtes... entendez? Bonjour. 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 Bonjour, super. On vous voit, on vous entend. Non, on ne vous voit pas, mais on vous entend en tout cas. Vous voyez, je n'ai pas la fonction a priori de disponible concernant la caméra. Je ne l'ai plus. Ah. Je devrais D'accord. peut-être pas tarder. Bon, ce sera moins convivial, mais on va faire comme ça. Bon, si vous trouvez le moyen entre-temps, n'hésitez pas. C'est toujours plus sympathique de se voir. Alors, Laura Douté, donc je vous ai présenté très rapidement. J'avais d'abord envie de peut-être vous demander un petit peu de nous parler de votre territoire, celui de la communauté de communes de l'île d'Oléron. Quelles sont les caractéristiques, les grandes caractéristiques de ce territoire qui, je le précise, n'est pas dans le zonage de la politique de la ville. Vous n'avez pas de quartier prioritaire sur le territoire de la communauté de communes. Mais pour autant, voilà, finalement, comment est-ce que votre territoire se raccroche à ce dont on est en train de parler, au phénomène de la monoparentalité dans les quartiers populaires? Donc, merci pour l'invitation. Donc, l'île d'Oléron est une toute petite île juste ici. Voilà, en Nouvelle-Aquitaine, ex-Poitou-Charentes. On a 22 000 habitants sur notre territoire. On a un territoire un peu spécifique, on est un territoire rural, on est éloigné des grands centres urbains. On a La Rochelle à 1h30 de route, Rochefort à 45 minutes de route, donc premier hôpital, premier service public à cette distance-là. On est quand même un territoire attractif, touristique. Il n'y a plus à présenter l'île d'Oléron et son attractivité, c'est quand même pourvoyeur d'emploi, c'est quand même une force vraiment sur le territoire. L'emploi saisonnier, c'est aussi une grande caractéristique. Il y a beaucoup de personnes qui vont travailler sur à la fois des horaires assez différents et sur des périodes concentrées entre avril et novembre. Ce n'est pas l'entièreté de la population, mais c'est quand même quelque chose de fort sur notre territoire et qui va impacter nos différentes politiques publiques. Que dire d'autre? On parlait de déplacement tout à l'heure avec Carmen et Johanna. L'île d'Oléron n'est pas très peu desservie par les bus. En tout cas, certains bus rejoignent les grands centres urbains, mais on n'a pas de bus à l'intérieur du territoire. Donc, ne pas avoir de voiture sur le territoire est beaucoup plus difficile, alors beaucoup plus rare aussi, mais beaucoup plus difficile pour les populations. Sachant qu'on est sur on a 8 communes avec plein de petits hameaux, c'est-à-dire que tout est difficile à faire pour aller travailler, pour aller amener son enfant en mode de garde, ou pour aller à un service public, tout est beaucoup plus difficile sans voiture. Voilà. Et en termes de famille monoparentale, on a effectivement les chiffres des quartiers politiques de la ville, puisqu'on a 30% de familles monoparentales sur le territoire, sur le nombre de familles avec enfants, évidemment. D'accord. Et vous me disiez en amont de cette conférence-là que vous aviez aussi un profil de famille tout à fait spécifique, qui ne sont pas des familles monoparentales au sens statistique du terme, mais où il y a finalement des situations qui sont similaires. Ce sont les familles où le papa est marin-pêcheur, je crois, c'est ça? Oui, c'est assez spécifique. Alors, là non plus, c'est pas un énorme pourcentage de la population, mais c'est assez spécifique à notre territoire, parce qu'on a un port important, la Cotinière. Mais il y a d'autres emplois qui occupent cette caractéristique. C'est que, effectivement, et on l'a vu dans certaines actions qu'on a menées, certaines familles nous disent, mais alors moi, je suis pas monoparentale, effectivement, au sens strict du terme, mais mon conjoint, alors, souvent le papa, mais ça peut être l'inverse, évidemment, occupe une fonction, notamment marin-pêcheur, mais pas seulement, qui fait que il est quasiment pas là, en tout cas avec des grandes périodes d'absence. Voilà. Ce qui peut être aussi le cas sur d'autres territoires, pour les commerçants, les restaurateurs, qui globalement, pendant la saison, ont très 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 peu de temps chez eux. Donc finalement, statistiquement, ces familles-là ne sont pas comptabilisées dans le chiffre des familles monoparentales, mais pour autant, les femmes, dans la plupart des cas, sont confrontées aux mêmes difficultés que les femmes en situation de monoparentalité. Par ailleurs, c'est bien ça. C'est ça, on est vraiment sur du ressenti. Hein. C'est une question qui pourrait être posée aussi, puisque statistiquement, on l'a vu, et voilà, on a interrogé
à RSV a été interrogé des familles monoparentales au sens strictement, effectivement, il y a cette question de ressenti et de la réalité des faits qui est, voilà, qui est parfois assez... Alors, je vais juste inviter, je pense que c'est Nathalie et Elisa qu'on entend. C'est bien ça? Non, je ne sais pas. Quelqu'un a son micro ouvert, en tout cas, parmi nos intervenants. Pensez bien à le couper si vous voulez bien. Oui, Elisa, je pense que vous avez votre micro ouvert. Je le fais pour l'instant. Oui. Alors, Laura, désolée, je reprends le fil de ma pensée. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une action en particulier que vous avez mise en place qui s'appelle Maman Solo, Papa Solo, que vous avez déployée consécutivement à l'étude qui a été menée sur votre territoire par la RSV? Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu la genèse de cette action? Comment ça s'est raccroché justement à cette étude qui a été menée et voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui vous a amené à déployer cette action et puis on parlera plus spécifiquement de l'action en elle-même. Alors, donc effectivement, la RSV a intégré notre territoire dans son étude. Donc, on était très contents que quelqu'un puisse étudier effectivement les territoires ruraux un peu spécifiques et insulaires comme le nôtre. Donc, on a participé avec les autres acteurs de la parentalité du territoire qui sont au sein du réseau parentalité qu'on a mis en place avec la communauté de communes. Donc, avec différents acteurs, on a donc été interrogés dans le cadre de cette étude, ce qui a effectivement permis de mettre la question au centre de la table, au sein des différentes discussions qu'on peut avoir au sein du réseau parentalité. Et de ce côté, effectivement, cette mise sur la table du sujet. Et de l'autre, on a été mis au courant d'un appel à projet de la Direction régionale à l'égalité et aux droits des femmes, Nouvelle-Aquitaine, si je ne me trompe pas, qui proposait des financements pour des actions qui venaient prévenir la pauvreté et la précarité des familles monoparentales, et notamment des femmes. Donc ces deux éléments-là ont fait qu'on s'est mis à réfléchir avec notamment deux acteurs, et c'est eux qui ont porté l'action. Hein. Moi, je suis venue en appui. Donc on était avec Maman en pause, qui est une association locale qui a été fondée par une maman notamment, mais maintenant plusieurs mamans qui étaient donc en pause, hein, puisque c'est le nom de l'association. Voilà, c'est un groupe d'entraide et d'animation et d'action entre parents qui développe tout un tas d'actions sur le territoire. Donc vraiment par les parents et pour les parents. Et l'autre, c'est donc l'association Maison de l'Enfance, qui est donc l'accueil de loisirs qu'on a sur la commune centrale du territoire, qui est gérée par l'association, la fédération Léo Lagrange Sud-Ouest. Donc voilà, à trois acteurs, on s'est mis à réfléchir autour de la table avec ce qu'on pouvait faire avec effectivement ces financements, hein, c'est toujours important les financements, et cette question de la monoparentalité qui commençait évidemment à nous faire réfléchir. On s'est inspiré d'une action qui a été faite, entre autres, par l'UDAF 86, donc sur la région de Poitiers, qui s'appelait Parents Solo. On n'a pas été chercher le nom bien loin, mais voilà, qui visait à former des groupes d'entraide entre parents pour pouvoir s'entraider, sortir de l'isolement, venir peut-être traiter des problématiques, mais de manière conjointe entre parents. Et donc, effectivement, ça a été porté par Maman en Poste, qui a donc animé les séances, et la Maison de l'Enfance Léo Lagrange. D'accord. Et du coup, l'étude réalisée vous a permis, qu'est-ce qu'elle vous a permis de faire en fait, de prendre conscience des enjeux, ou est-ce que vous aviez déjà fait un diagnostic en amont, ou est-ce que c'est vraiment l'étude qui vous a amené ça, et comment est-ce que ça s'est joué aussi au niveau dans le lien avec les élus par rapport à cette étude-là pour déclencher l'action? Comment est-ce que vous avez articulé tout cela? Alors, une question en même temps. Nous, les élus, ils sont assez mobilisés sur cette question de la famille et de la parentalité aussi. Hein. On a la compétence enfant jeunesse depuis 10 ans maintenant, qui au départ se centrait sur l'accès aux loisirs et les modes de garde. Mais petit à petit, et notamment avec l'arrivée de la CTG, la mise en place de la CTG en partenariat avec la CAF, est arrivée la question de la famille de manière plus présente, en tout cas dit comme ça, puisque évidemment les parents... On les fréquentait évidemment à travers nos structures depuis le début, mais là, la question de la famille, de la parentalité est arrivée. Les élus se sont engagés sur ce sujet-là
Mais encore une fois, nous, la CDC, on est seulement en appui de ce sujet-là. Mais voilà, on a réalisé un diagnostic dans le cadre de l'élaboration de la CTG, mais avec nos moyens qui n'allaient pas forcément explorer tous les champs. Donc effectivement, on savait que la monoparentalité était importante sur notre territoire. On savait que ça pouvait aggraver d'autres facteurs qui y sont présents. Et l'étude d'Arezzi nous a permis de mettre le doigt, de mettre des mots sur des choses, effectivement, dont on se doutait, qu'on entendait, on est des acteurs de terrain, mais effectivement, de pouvoir les concrétiser, de parfois pouvoir les expliquer aussi. Donc, c'était assez intéressant. Donc, ça nous a conforté aussi sur l'idée qu'il y avait quelque chose à faire sur les familles monoparentales. Et les élus, de ce côté-là, connaissent leur population, connaissent les difficultés du territoire. Et donc, nous ont évidemment soutenus dessus. Tout comme la Fédération Léo Lagrange, qui là aussi est un acteur de terrain et connaît le public. Et Maman en Pause, puisque c'est des parents, ils sont eux-mêmes concernés par leur public. Alors, cette action Maman Solo, Papa Solo, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Donc, vous en avez déjà dit quelques mots. L'idée de créer un groupe d'entraide. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu l'action en elle-même, ses objectifs et la manière dont elle a été mise en œuvre? Donc l'idée, c'était de permettre l'émergence d'un groupe de parents solo, d'un groupe d'entraide, un groupe pour se parler, pour se voir, parce que la première caractéristique, la première difficulté qui nous est ressortie des familles monoparentales, et pas que, c'est l'isolement, parce qu'on est dans un territoire rural avec un lien social très très fort, une importance très très forte du lien social, qui fait qu'effectivement, quand on n'a pas ce lien social, on est d'autant plus exclu. Ce qui nous semble être peut-être différent des territoires urbains, mais on ne peut pas d'expliquer. Voilà. Et donc, cette question de l'isolement, on s'est dit que c'est la première étape. L'idée de faire un groupe d'entraide, c'était de briser cet isolement et que ce groupe d'entraide, ensuite, pouvait servir de base pour aller régler. Essayer d'intervenir sur d'autres difficultés. Les modes de garde, les difficultés, je sais pas, de gestion des devoirs, parce que quand on est parent solo, c'est peut-être pas évident. Voilà, de tout un tas d'accès aux loisirs avec les enfants, d'accès à du temps pour soi aussi, autant de choses qui ont été dites dans l'étude. Et voilà, donc on s'est dit que permettre l'émergence d'un groupe d'entraide de parents, ça pouvait être intéressant. Et nous, on l'a vraiment vu comme une expérimentation. C'est quelque chose qui s'était pas fait, en tout cas pas sur les familles monoparentales, mais qui reprenait effectivement un petit peu le principe de l'association Maman en Pause, justement, qui est partie de ce principe de dire entre parents, on peut s'entraider et voyons ce qu'on peut faire. Donc nous, on a commencé ça en recrutant de manière assez basique des parents solo, donc des papas solo, des mamans solo, pour former ce groupe-là. Et après, avec eux, on allait voir quel pouvait être le rythme, la fréquence des rencontres, qu'est-ce qu'on allait pouvoir y faire, sachant qu'on avait donc un budget presque participatif qui a émané de la subvention. Donc, on a diffusé notre annonce Maman Solo, Papa Solo, qui a eu petit quiproquo, puisqu'effectivement, les personnes ont pu penser que c'était un site de rencontre. En tant que collectivité territoriale, ce n'est évidemment pas notre rôle. Mais voilà, au-delà du quiproquo et de l'anecdote, c'est vrai que ça a aussi mis en avant la question du temps pour soi, et du temps pour soi en tant que femme ou en tant qu'homme aussi, dans la relation à l'autre, en tant que famille monoparentale, en tant que parent monoparental. On recherche aussi l'amour, on recherche à rester en couple. Donc, c'est pas un sujet sur lequel on a souhaité ou pu en tout cas intervenir, mais effectivement, c'est quelque chose qui nous a posé question sur déjà peu de temps pour soi, c'est aussi effectivement peu de temps pour rencontrer d'autres personnes, etc. Donc, on a recruté ses parents, on a fait avec l'animation par la présidente de Maman en Pause, on a réuni ces parents-là, on a 5-6 parents qui sont venus à la première rencontre, venus avec les enfants, pour certains, puisque on n'allait pas nous-mêmes mettre une barrière aux familles dont on connaît les difficultés. Et donc, les parents ont pu se rencontrer, ça a été assez timide aussi au début, et l'idée, ça a été de voir avec eux de quoi ils avaient besoin. Donc, la question était assez large, ce qui a été assez difficile aussi. On sait que c'est difficile de demander aux personnes de quoi elles ont besoin, comme ça, de but en blanc. Donc, elles avaient besoin de temps pour elles, de temps avec leurs enfants aussi, mais pas forcément de besoins. Sur les modes de garde, on n'a pas de difficulté, mais on est assez bien doté en structure d'accueil sur le territoire. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né ce petit groupe de parents. D'accord, donc il a été animé par l'association Maman en Pause dont vous nous parliez. Et l'objectif était, un des objectifs, au-delà de recenser les besoins, c'était de mettre en place différentes actions qui pouvaient être financées sur ce fameux budget dont vous nous parliez, lié à l'appel à projet. Exactement. On a eu un type d'action, effectivement, avec l'idée de pouvoir permettre
on l'a vu aux parents de prendre du temps avec leurs enfants, du temps entre guillemets qualitatif pour pouvoir faire une sortie, où effectivement certaines familles, on l'a vu, ont moins de moyens, donc aller trouver des activités, des sorties, aller au parc, des parcs qui se trouvent dans la région, qui sont parfois un peu loin, qui sont sur le continent et qui ne sont pas forcément accessibles à toutes les familles. Donc c'était cette idée-là, de leur permettre de passer du temps, mais aussi de permettre aux mamans, puisqu'on n'a pas eu de papa pour cette expérimentation, aux mamans d'avoir du temps pour elles aussi et de permettre la garde des enfants pendant ce temps-là. Ce qui était quelque chose au final d'important et ce qui leur a le plus plu d'ailleurs, et ce qui est vraiment l'axe où la demande s'est confirmée en fait. Sur du temps, on a eu du temps, des choses basiques, mais qui sont importantes aussi en tant que personne. On a été au spa, des choses comme ça, mais en permettant à ce que les enfants soient gardés pendant ce temps-là. Mais l'idée pour nous n'était pas non plus on comprend, de financer des activités personnelles en faisant la garde d'enfants. L'idée c'était aussi de créer de l'entraide entre parents. Oui. C'est ce qui n'a pas forcément pris non plus dans notre action. Alors voilà, on peut peut-être arriver sur ce point-là. L'action elle est aujourd'hui, enfin cette expérimentation est terminée aujourd'hui. Elle s'est terminée quand exactement Elle s'est terminée avant l'été. Elle s'est terminée avant l'été. On s'était laissé 6-9 mois d'action, puisque c'était aussi le cadre de l'appel à projet d'expérimentation. Donc on a souhaité l'arrêter. On vient présenter une action qui s'est arrêtée, mais on s'est dit que c'était aussi les échecs, entre guillemets, sont aussi importants à analyser. Puisque ce qu'on en a vu, c'est qu'effectivement, c'était peut-être un peu artificiel de notre part d'essayer de monter un groupe d'entraide entre parents. Peut-être que ces groupes d'entraide, ils ont plus de sens quand ils sont spontanés. Là, ça n'a pas forcément fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné exactement? L'entraide entre parents. Le groupe n'a pas forcément fonctionné en lui-même. L'idée était peut-être, dans notre idée, de presque se retirer petit à petit aussi de l'animation pour qu'on soit juste support à ce groupe-là. Et là, effectivement, la dynamique n'a pas forcément pris avec les parents qui étaient là, puisque c'est en tout cas comme ça que nous, on l'a analysé. Les parents ne se sont pas vus comme un groupe pour soi. Donc, ils sont un groupe en soi dans le sens où ils partagent des caractéristiques communes. Ils sont en famille monoparentale, ils ont des enfants, pour le coup, entre 1 an et 15 ans, donc c'était assez large. Ils ont des statuts professionnels assez différents. Il y a certains parents qui ne travaillaient pas, d'autres qui travaillaient. Mais il n'y a pas eu de groupe pour soi. Les parents ne partageaient pas n'ont pas le sentiment d'être forcément plus proches de l'autre famille monoparentale que d'une autre famille, en fait. Ils ont des problématiques qui, pour eux, ne sont pas spécifiques à leur monoparentalité à ces moments-là. Donc, effectivement, peut-être que il n'y a pas quand ils ne se reconnaissent pas dans la personne d'à côté, effectivement, pas forcément de dynamique pour soi, pour le groupe, en se disant, on est famille monoparentale, on partage les mêmes difficultés, soutenons-nous dans ce sens-là. Là, les familles ne se sentaient pas spécifiquement... En tout cas, la caractéristique première de ces familles qu'elles s'attribuaient, n'était pas la monoparentalité. Donc, effectivement, les réunir sur ce sujet-là a peut-être effectivement pas été la meilleure des entrées, ce qui nous questionne ensuite, et ce qui questionne nos élus, sur la question de ou pas monter des actions spécifiques en direction de ce public-là. Ou à l'inverse, de permettre à ce public-là d'accéder à des actions plus larges et de droit commun. C'est une question auquel je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, ça a soulevé cette interrogation chez nous. D'accord. Ce sera intéressant de confronter peut-être avec la lecture aussi de nos autres intervenantes sur cette question finalement de la perception de son propre statut de parents solo, en fait. C'est-à-dire que c'était des parents solo, des femmes solo, mais qui ne se définissent pas comme telles. Et donc c'est vrai qu'après le recours aux dispositifs, aux actions qui sont ciblées de cette manière-là est d'autant plus réduit si on n'a pas l'impression que ça s'adresse à nous, forcément. C'est ça. Et à l'inverse, on a des parents qui effectivement ont d'autres parents. Il y a 2 parents dans le foyer. Ils nous ont dit, oui, mais en fait, moi j'ai les mêmes soucis. J'arrive pas non plus à avoir de temps pour moi. J'arrive pas spécialement à avoir de temps avec mes enfants. La question de l'isolement, elle peut aussi être présente pour des foyers où il y a 2 parents. Les questions de mobilité aussi. Les questions de difficulté à faire garder les enfants également. Donc de ce côté-là aussi, on s'est un petit peu interrogé, effectivement, en se disant, on a un budget spécifique dédié pour ces familles-là, mais on a d'autres familles qui ne correspondent pas à ces caractéristiques-là, qui sont pourtant aussi peut-être dans la précarité, peut-être dans les mêmes difficultés, qui ne peuvent donc pas accéder.
Donc, on en est, nous, restés à ces interrogations-là où on voit des difficultés, mais effectivement, comment traiter cette problématique, voilà, nous a posé question. Très bien, mais merci Laura pour ces éléments. On va revenir sur différents points après. Alors, il y avait une question quand même qui a été posée sur une caractéristique du territoire. Le nombre d'habitants à l'année en dehors de la période estivale et combien de familles? Alors, je ne sais pas si vous avez ces statistiques-là en tête. Je n'ai pas l'INSEE, mais je vais essayer. Non, effectivement, on est 23 000 habitants à l'année, hein, vraiment en dehors de la période estivale. C'est vraiment les résidents à l'année. On a une très grosse partie de nos logements qui sont des résidences secondaires. Donc, effectivement, en pleine période estivale, on décuple la population. Donc, on est aux alentours de 200 000 personnes à un instant T sur l'île d'Oléron. Donc, ça fait des caractéristiques assez différentes. Et parmi eux, combien de familles familles avec enfants, pour moi, on est à 2500 environ familles avec enfants. Et donc, des familles monoparentales, on doit être à 800, 830. Si ça fait bien un tiers, j'ai révisé avant. Ah oui, bravo. Très bien, merci. N'hésitez pas à continuer à poser des questions, hein. On pourra les relayer au fur et à mesure. Alors, j'invite donc Nathalie Verdier et Elisa Goulfier peut-être à allumer leur micro. Mesdames, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, pour la caméra, on active, on se voit nous, mais apparemment, vous ne nous voyez pas. Ah, oui, non, apparemment, ça n'arrive pas jusqu'à nous, l'image. C'est pas grave, on vous entend très bien. Alors, Nathalie Verdier, vous êtes directrice du CIDFF de la Dordogne et Elisa Goulfier, vous êtes conseillère emploi-insertion, au CIDFF de la Dordogne également. Et donc, vous êtes là pour nous parler plus spécifiquement, pour nous parler en général du phénomène de la monoparentalité dans les quartiers populaires de la Dordogne, mais plus spécifiquement des quartiers du Grand Périgueux sur lesquels l'étude de la RESVI a porté. Nathalie Verdier, peut-être une première question pour vous. Le phénomène de la monoparentalité en Dordogne, quelle forme il prend, et plus spécifiquement sur le Grand Périgueux, quelle ampleur est-ce que ce phénomène a sur votre territoire, et quels sont les enjeux majeurs liées à cette monoparentalité, notamment peut-être en contraste par rapport à ce que Laura Douté vient de nous partager sur notamment l'accès à la mobilité, sur la question de la mobilité. Quels sont les enjeux majeurs sur le territoire du Grand Périgueux par rapport à la monoparentalité? Bonjour. Oui, donc peut-être je vais préciser pour les personnes qui connaissent peut-être pas forcément le CIDF. Donc c'est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Donc nous avons pour mission de proposer l'accès au droit. Donc en priorité pour les femmes. Donc on propose de l'information juridique gratuite dans les antennes. On a une antenne à Périgueux et à Bergerac qui se situe à Bergerac au sein d'un quartier politique de la ville. Donc l'accès au droit, et nous avons aussi un secteur d'insertion professionnelle, d'accès à l'emploi, et puis d'autres missions d'éducation à l'égalité, de lutte contre les violences sexistes et les préjugés sexistes. Voilà pour le CIDF. Alors sur les quartiers prioritaires, sur les quartiers du Grand Périgueux, on a moins de personnes suivies sur le Grand Périgueux puisqu'on n'a pas notre permanence directement sur les quartiers. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de l'ensemble des personnes reçues, des femmes reçues au sein du CIDF Dordogne, on a 30% de femmes qui sont seules avec leurs enfants. Donc, ce qui est très intéressant avec cette enquête aussi, c'est de pouvoir voir les disparités entre milieu rural et quartier politique de la ville, puisque nous, on est un peu sur les deux types de territoires. Donc, au niveau du Grand Périgueux, ce que l'on pouvait proposer aujourd'hui, c'est de montrer comment une action qu'on a mise en place va pouvoir permettre de répondre du moins aux résultats de l'enquête sur les préconisations par rapport aux familles monoparentales.
Et donc, sur ces publics-là, quels sont, vous me disiez quand on préparait la webconférence que finalement vous avez une batterie assez large d'actions à votre disposition parmi l'offre de services du CIDF que vous êtes en capacité de mobiliser en direction de ces publics-là. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu rapidement, peut-être Elisa, cette batterie d'outils que vous avez Oui, bien sûr, avec plaisir. depuis plusieurs années, hein. Alors, déjà bonjour à tout le monde. Donc moi, il faut pour remettre un petit peu les choses en place. Je suis arrivée en fait il y a un peu plus d'un an et suite à mon arrivée, donc sur le volet emploi, autonomie emploi, en tout cas, il a été constaté un besoin d'accompagnement un peu plus accru sur une typologie de public. Cette typologie publique s'adresse notamment à ce public en situation de monoparentalité. Pour répondre à certaines problématiques, on a proposé le dispositif Tout Sport, ce dispositif qui existe depuis maintenant peut-être 4 ou 5 ans au sein de la Fédération nationale, mais que l'on a décidé d'appliquer sur le département. Donc, avec l'accord de notre chère directrice, qui a été aussi motrice pour nous inciter à le mettre en place. Ce dispositif s'appelle le dispositif Tout Sport, qui est un dispositif assez innovant pour allier l'activité physique et l'insertion professionnelle. Donc, ce dispositif nous a permis de proposer notamment à ces femmes qui sont en situation de monoparentalité d'accéder à plusieurs services et faire de la reconnaissance et la connaissance aussi de terrain. Donc, on leur proposait en même temps que de faire une activité physique, de répondre à différentes problématiques. On a déterminé que la problématique majeure d'ailleurs de ces femmes, comme sur d'autres territoires, en effet, c'était l'isolement. C'est ce qui prédomine en fait comme problématique. Donc chaque Ah, alors je crois qu'on a perdu le CIDF qui a été déconnecté, semble-t-il, c'est ça? Oui. Ah, elles reviennent. Oh, et on a même l'image. Ça valait la peine. Alors, leur micro est coupé, je vais leur... Alors, votre micro est coupé, mesdames. Voilà. Là, c'est bon? Ah oui, c'est parfait. On vous voit, on vous entend. Donc, vous nous disiez que la principale problématique, c'était l'isolement. C'est ce qui prédomine en fait dans nos accompagnements et ce qui remonte de façon majeure, en effet, hein, c'est ce problème d'isolement qu'on peut prendre de différentes manières, hein, l'isolement social, l'isolement culturel. Donc, c'est ce qui prédomine. On y a répondu par le dispositif Tout Sport pour permettre à ces femmes de venir au sein du CIDF tous les lundis matins sur des horaires choisis. Hein, c'est 9h, 11h30, horaire scolaire, sur un temps scolaire pour que justement ces femmes aient le temps de déposer des enfants, leurs enfants. Puisque en plus, il est prouvé que ce sont souvent des femmes qui sont en situation de monoparentalité avec plus d'un enfant. Donc, elles déposent leurs enfants, elles ont le temps de déposer leurs enfants, elles ont le temps aussi d'aller les chercher, parce que ça se finit à 11h30. Et donc, leur apporter un temps pour elles. Et un temps pour elles sur une activité physique, sur un temps d'échange et un temps de parole. Ce qu'on y a mis dedans et ce qu'on a constaté, c'est qu'au départ de la mise en place de ce dispositif, nous n'avions pas encore de financement. Donc, il a fallu qu'on travaille sur l'existant. Et j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, puisqu'on s'est aperçu que sur la proximité, sur ce qu'il y avait à proximité du CIDF, sur ce qu'elles avaient, elles, d'accessible, même sur les QPV, elles ne connaissaient pas en fait l'existant. Donc, on a travaillé dans un premier temps sur faire une activité physique avec de la marche exploratoire sur ce qu'il y a d'accessible, c'est-à-dire les parcs, les aires de jeu et les structures pouvant nous accueillir gratuitement.
Donc, c'était une vraie découverte de comprendre que à 100 mètres de chez soi, on ne connaît pas le parc où on peut amener ses enfants. Donc, ça a été une première constatation. Puis après, on allait un peu plus loin selon leurs besoins. Toujours de façon ludique et sur de l'activité sportive, on y a inclus ce qu'on appelle des jeux de piste pour leur faire découvrir aussi les structures. C'est-à-dire qu'on les a amenés par course d'orientation, par jeu de piste, par rallye photo, à aller donc d'un point A à un point B en passant par les structures pouvant les accompagner, les aider. Les structures de l'emploi, les structures d'accès au droit, les structures associatives, pour celles qui ne connaissaient pas, bien qu'elles connaissaient les centres sociaux, avec aussi l'information de l'accès facilitant des centres sociaux pour répondre à leurs problématiques. Donc, un véritable lien, un véritable partenariat également avec les acteurs de terrain. Et puis, donc, bien sûr, l'activité physique en elle-même, après, en partenariat avec d'autres institutions comme l'UFOLEP, sur lesquelles, depuis maintenant 3-4 mois, on a des professionnels qui nous accompagnent vraiment sur l'activité physique. Voilà ce que je peux en dire sur ce dispositif. Et encore, je pourrais vous en parler et encore en parler puisqu'on intervient sur… c'est une véritable chance, un véritable vecteur pour faire passer des informations et travailler sur bien de domaines. On y détecte les problèmes de fracture numérique puisque ce dispositif, on met aussi en place un groupe fermé avec une application qu'on connaît tous bien et qu'on va changer d'ailleurs, où elles se retrouvent entre elles sur un groupe d'échange de paroles. Elles partagent leurs photos, leurs recettes, leurs joies, leurs doutes. Et ensuite, un groupe… Oui, on peut le dire. WhatsApp. Pour l'instant, on va passer sur une autre application dès janvier un peu plus sécurisée qui s'appelle Signal, qui est plus RGPD. Voilà. Donc, c'est un véritable groupe de parole virtuel et après, c'est un véritable rebond ensuite pour qu'elles puissent discuter en off entre elles, notamment sur ce problème de mode de garde, puisqu'il y a un véritable lien social qui se crée qu'elles n'avaient pas avant. Ce que je pourrais rajouter par rapport à l'expérience du CIDF et d'autres actions qu'on avait pu essayer de mettre en place auparavant à destination des familles monoparentales, c'est cette difficulté à mobiliser et à constituer un collectif. Parce qu'on sait bien que le collectif est porteur et que c'est par là que vont se déployer diverses solutions partagées de sociabilité et puis d'entraide. Mais créer un collectif, c'est très compliqué. Et comme le disaient Johanna et Arnaud, tout ce qui est institutionnel, ce public-là, famille monoparentale au niveau des quartiers, on sait qu'on a du mal à les capter, on a du mal à les fidéliser. Elles viennent souvent un peu dans l'urgence et on répond. On avait l'habitude de répondre aux questions et de les accompagner, mais sur des situations individuelles. Et l'idée de cette action, c'est vraiment de permettre de constituer du collectif et on est ravis de voir que ça prend quand on a le bon support et que le groupe se constitue. Ensuite, tout ce qu'on peut imaginer se met en place de soi-même. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas spécifiquement ciblé les familles monoparentales. C'est parce que cette action correspondait à leurs besoins que dans nos effectifs, eh bien, ce sont la plupart des femmes qui s'inscrivent sont dans cette situation de monoparentalité et avec une situation d'emploi qui permet d'avoir du temps libre, sachant qu'il y a certaines des femmes qui participent à l'action qui sont en emploi par ailleurs, mais sur des temps partiels. On voit bien les difficultés ou du moins les conditions d'emploi de ces personnes qui ont été identifiées par Johanna et Arnaud tout à l'heure. Donc, en ciblant bien et en cadrant bien une action qui peut répondre à ces besoins, finalement, tout se met en place un petit peu de façon comme les dominos, quoi.
Alors, quelques réactions rapides là de ma part. Je trouve ça intéressant le fait de travailler sur la dimension sportive parce que notamment dans le diagnostic qu'on a fait faire au cabinet Compas, ressortait beaucoup cette question de l'accès aux activités sportives avec ces inégalités extrêmement fortes dans les QPV entre hommes et femmes où les femmes ont beaucoup moins recours aux services qui peuvent exister sur l'offre d'activités sportives, avec tous les enjeux que ça peut poser derrière sur la question de la santé aussi des femmes. Si elles font moins de sport, on peut penser qu'il y a des problématiques. Et donc, c'était une question que je voulais vous poser, mesdames. Est-ce que parmi ces femmes qui participent à l'action Tout Sport, est-ce qu'il y a des problématiques de santé qu'elles essayent peut-être de régler aussi en partie par ce biais-là, ou est-ce que vous avez pu identifier des problématiques de santé du fait de leur participation à l'action? Alors, avant de rentrer dans le dispositif, on fait remplir quand même un questionnaire pour connaître en effet peut-être les freins physiques qu'elle pourrait avoir et on s'adapte en fait à chaque personne. On a eu des orientations, notamment je pense sur le pôle emploi de jeunes femmes qui avaient des problèmes d'obésité et pour amorcer en fait cette envie de faire du sport. On dit sport, mais j'aime bien plutôt dire souvent activité sportive, puisqu'on n'est pas là pour mettre en échec les personnes, et plutôt leur faire découvrir de façon agréable et en groupe une activité, voire après faire un rebond vers soit des associations, soit d'autres partenaires qui font déjà des activités sportives un peu plus professionnelles, on va dire. Donc, on tient en compte les problématiques de santé de ces personnes-là. On peut aussi quelquefois peut-être en suspecter, en identifier. Après, dans l'insertion professionnelle, on peut orienter souvent sur des bilans de santé. Après, on ne fait pas de diagnostic. Clairement, je n'ai pas les diplômes pour. Mais en tout cas, on peut orienter dans le processus d'insertion professionnelle vers des bilans de santé qu'on aurait peut-être détectés sur l'activité Tout Sport. Après, elles viennent aussi avec leurs problématiques. On n'est pas là pour faire de la compète. C'est ce que je leur dis. On est là juste… Le fait de venir, c'est déjà gagné. Voilà, de toute façon. Alors… un autre thème intéressant là dont vous avez parlé les unes et les autres, mais de manière différente. J'ai l'impression que vous êtes parvenus, et j'aimerais peut-être vous entendre plus spécifiquement là-dessus, à faire émerger un collectif par le biais, sans doute pas d'une seule action, mais peut-être d'un ensemble d'actions. Vous parlez de ce groupe de discussion et d'échanges à distance, via un outil numérique, mais c'est quand même un espace d'échange. Et quand on connaît les problématiques d'isolement dont vous parliez, c'est quand même très important. Donc, c'est une des choses que vous nous disiez, Laura, tout à l'heure, qui n'a pas aussi bien fonctionné que ce que vous espériez sur l'île d'Oléron. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, sur le Grand Périgueux, qu'est-ce qui fait que ça a pris cette mayonnaise-là du collectif? Est-ce que c'est le temps? Alors moi, je peux peut-être pour Elisa féliciter déjà son travail de mise en réseau, en fait, avec tous les acteurs. C'est-à-dire que pour que les personnes soient orientées, elles ne viennent pas forcément d'elles-mêmes. Mettre des plaquettes, des affiches, des publications Facebook en disant on a une super action, venez, ça ne marche pas avec un public vulnérable comme peuvent être les familles monoparentales qui plus est en QPV. Donc, c'est vraiment un travail relationnel. Et tout à l'heure, il était fait mention de l'importance de l'humain dans la relation avec ces familles. C'est-à-dire que
il est mentionné beaucoup le travail d'une animatrice dans un des centres sociaux de Périgueux, là, Bouchra, Madame Agrab, Bouchra Agrab, qui a fait un énorme travail avec laquelle on est en lien, et puis avec d'autres aussi, au niveau des centres sociaux, au niveau des structures d'insertion, au niveau de tout un tas de structures et de relais. Auprès desquels, eh bien, on va présenter l'action, on va susciter l'adhésion déjà des partenaires et ensuite des orientations. Après, tout le travail se fait par l'intermédiaire donc des animatrices, à savoir que sur Périgueux, l'action a été co-animée par Elisa et une de nos juristes de l'antenne de Périgueux. Donc, elles étaient, comme on l'a dit au début, il n'y avait pas forcément d'animateurs sportifs, donc elles ont animé, y compris la partie activité. Et voilà, c'est vraiment ce lien de confiance qui est un petit peu délicat à mettre en place, mais une fois qu'il est inscrit, c'est comme ça que les personnes viennent, se fidélisent sur l'action, c'est-à-dire que fidéliser, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être là peut-être toutes les semaines, parce qu'il y a énormément de petites difficultés qui peuvent intervenir, des enfants, les rendez-vous extérieurs, par moment un emploi, enfin l'emploi qui tout d'un coup, elles doivent intervenir à ce moment-là dans leur parcours professionnel, etc. Mais par contre, elles vont revenir. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que certaines, puisqu'il y a aussi un accompagnement individuel, au-delà du collectif, chaque personne qui intègre le dispositif est en accompagnement individuel avec Elisa. Et si on a vu des personnes partir soit pour une formation ou un emploi à durée déterminée et revenir après en disant je veux revenir dans tout sport parce que ça me permet de garder un dynamisme, de garder un contact et d'être en lien. Pour rajouter que dit très bien ma directrice, en effet, sur la mise en place du dispositif, on vous le décrit de façon tout beau, tout rose. En effet, il a fallu faire un véritable travail de terrain. On savait que ce serait long à mettre en place. On l'a accepté également. C'est très chronophage en termes d'animation, puisqu'en effet, le CIDEF reste admin sur ce groupe de parole, donc on a quand même un regard et on le nourrit, ce groupe. Voilà, c'est peut-être à distance, mais on le nourrit par les informations des centres sociaux par rapport à leurs événements, par exemple, ou d'autres structures de l'emploi avec les forums existants. On le nourrit par des fois des petits événements à côté que l'on crée, puisque là, en période de fête, on va faire un repas commun façon auberge espagnole. On est allé ensemble voir on les fait sortir, on leur fait vraiment découvrir. Mais ça demande de la patience, du temps et, comme disait ma directrice, de la confiance, puisqu'elles identifient, les personnes qui animent, ce qui est bien normal. Et nous-mêmes, on est acteurs de terrain. On va voir. Je pense que ça ne marcherait pas si on n'avait pas un bon relationnel avec les acteurs du Grand Périgueux, tout simplement. C'est un travail du CIDEF, mais c'est un travail de grand groupe. On peut dire ça. Oui, donc l'importance du partenariat local. J'ai vu passer dans le chat une remarque, une contribution de Anne-Sophie Barillot qui représente l'Institut de la parentalité. Merci Anne-Sophie pour cette remarque et qui rejoint un élément sur lequel je voulais revenir aussi, qui est finalement comment on fait pour s'adresser à ce public-là. Comment on les mobilise et comment on fait en sorte qu'elles se sentent concernées par les dispositifs, les actions qui sont déployées sur un territoire. Anne-Sophie Barillot de l'Institut de la parentalité nous écrit notre expérience nous montre que les familles vulnérables ne se saisissent pas des actions qui les ciblent spécifiquement car elles se sentent menacées, d'où l'intérêt de proposer des actions universelles. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par
menacé, ce qu'il y a derrière. Mais on comprend l'idée et ça rejoint les interrogations, Laura, que vous pouvez avoir. Comment est-ce que vous vous projetez sur l'avenir? Bon, j'imagine que vous n'avez pas forcément un plan d'action à ce stade qui est extrêmement précis, mais est-ce que vous vous projetez vers le fait de continuer à monter des actions spécifiques, ou est-ce que vous allez plutôt essayer d'aller, comme ce qui est suggéré par Madame Barillot, vers des actions qui s'adressent à un public large, mais peut-être avec des modalités sur lesquelles les publics les familles monoparentales vont pouvoir y participer? Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Alors, la communauté de communes de l'île d'Oléron, on est en pleine structuration justement de notre plan d'action. Nos élus planchent sur ces questions-là voilà, en ce moment aussi, donc il faut qu'on se structure. On est encore en phase d'expérimentation. Mais que ce soit pour l'association Maman en Poste qui du coup continue son travail avec les parents et pour le coup tous les parents, et elle fait en sorte que les activités soient accessibles à l'ensemble des familles et justement d'aller chercher les familles monoparentales aussi sans proposer de choses spécifiques. Et nous pour l'instant on est aussi un peu sur ce créneau-là où on essaie déjà de structurer nos actions générales à l'attention des parents et de permettre effectivement que les familles monoparentales puissent y accéder. On a un programme en 2 mots de soutien à la parentalité où on fait des ateliers collectifs avec les parents qui peuvent être en difficulté de parentalité avec leurs enfants. Nous, ce qu'on propose, et ce qui est proposé dans le programme, c'est effectivement une garde des enfants, plus petits que ceux qui participent au programme, pendant ces moments-là. Et effectivement, on a proposé également de l'aide au déplacement, et ce qui fait qu'on a, sur les 10 familles qui ont participé, on a un peu moins d'une moitié qui est quand même monoparentale et qui donc conforte dans l'idée qu'avec des petites adaptations comme ça, on peut permettre à ces familles-là d'accéder à des dispositifs de droit commun. Parce qu'effectivement, aussi avec les moyens qu'on a sur le territoire, on va peut-être pas être en capacité de mettre en place des actions à chaque fois spécifiques pour chaque famille, et ça n'est peut-être pas nécessaire. Donc on va essayer de faire continuer des choses génériques en s'adaptant aux familles. Effectivement, la question du mode de garde pour les enfants est importante, de déplacement aussi, et l'accessibilité financière. Mais ça, nous, on est service public dans tous les cas, on sera forcément accessible. Oui. Et sur le Grand Périgueux, au niveau du CIDF, en tout cas, vous êtes sur cette même logique d'avoir un panel d'actions qui s'adresse à l'ensemble des publics femmes à l'échelle d'un territoire. Mais vous me disiez, quand on préparait, que vous aussi, vous adaptez dans les modalités de déploiement de l'action, vous adaptez finalement les actions pour que ces publics-là, des familles monoparentales, se sentent concernés. Est-ce que vous avez, par rapport au public allophone, est-ce que vous avez des choses spécifiques? Parce qu'on sait que dans les QPV, ça concerne un nombre non négligeable de personnes. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un petit mot de ce que vous mettez en place pour ces publics-là? Alors oui, en effet, on a un public croissant d'ailleurs actuellement de femmes allophones, primo-arrivantes, puisque ça représente à peu près presque 39% du groupe. Eh bien, il a fallu qu'on s'adapte, qu'on adapte nos supports. Donc, on ne se substitue certainement pas donc aux structures qui pratiquent le FLE, le français langue étrangère, mais on a adapté tous nos supports. Quand on fait dans nos activités tout sport des ateliers, notamment, puisqu'on reste comme le CIDEF, on fait des ateliers notamment sur tout ce qui est sensibilisation aux violences familiales et intrafamiliales. On a adapté déjà de façon très simplifiée notre dialogue, nos supports. On les a tous traduits en minimum en 4 langues maintenant. Et on y a mis beaucoup de pictos. Et même dans nos interventions, on va presque dire que c'est une pièce de théâtre, mais on mime beaucoup de choses. Et puis, de toute façon, après, les personnes qui viennent, même en étant allophones, qui souffrent d'ailleurs beaucoup d'isolement, sont en recherche de partager. Donc, à partir du moment où si vous mettez de la bonne volonté, elles mettent elles-mêmes de la bonne volonté aussi pour comprendre. Donc, ça marche assez bien. Et on est à chaque fois surprise, mais agréablement, des échanges qu'on peut avoir. Je pense qu'on s'enrichit de séance en séance. Et il faut dire que pour
pour certaines de ces femmes, elles ne sont pas encore admises dans les dispositifs de droit commun, hein, et donc elles n'ont pas encore de cours de français. Ça peut être des femmes de réfugiés, de personnes réfugiées, d'hommes réfugiés qui ont eux le statut, mais elles, ce sont des femmes qui arrivent après coup et elles n'ont pas encore ce statut qui leur permet d'accéder aux cours de français et autres dispositifs. Et le fait d'être dans cette action, me disait Elisa, ça permet d'avoir déjà les premiers éléments de langage. Oui. C'est aussi une base de la culturelle et sociétale. Bonjour, au revoir. De toute façon, le sport et l'activité physique amènent à une certaine compréhension de base qui vient naturellement. Aller à droite, aller à gauche, en bas, en haut. Je vous parlais de jeux de piste ou de courses d'orientation. Ce sont des pictos, donc des pictogrammes, pardon, des fois sous forme, par exemple, d'animaux. Ce sont des petits savoirs de base qui viennent naturellement et donc qui servent ensuite peut-être de tremplin, facilitant vers les cours de FLE qu'elles auront quand elles auront enfin leur statut. Alors, une dernière question pour vous, mesdames, au CIDF. Question qui nous vient de Aïssatou Traoré-Ambrosetti, qui est chargée de projet, chargée de mission politique de la ville à la ville de Bègles. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du temps qui a été nécessaire pour créer ce lien de confiance dont vous nous parliez tout à l'heure, pour construire le groupe? Ça se chiffre en mois, ça se chiffre en années. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée de la manière dont ça s'est passé? C'est assez difficile à quantifier. Quand on parle de confiance, on parle aussi de sentiment de confiance. Mettre une temporalité sur un sentiment, c'est toujours assez compliqué. Par contre, ce que je peux dire, c'est pour aller un peu plus en détail, si vous voulez, sur notre fonctionnement, le dispositif est toujours découpé en 3 mois. Alors, 3 mois, ça ne veut pas dire qu'elle rentre et qu'elle sorte au bout de 3 mois. C'est juste qu'on change les activités à peu près tous les 3 mois pour pas qu'elle se lasse. Sur ces 3 mois, le premier mois est dédié justement à des activités, à des ateliers de connaissance du groupe, de cohésion et de sensibilisation. Donc, avant d'entamer l'activité dite vraiment avec le professionnel de l'UFOLEP physique, on a déjà entamé peut-être des ateliers sur la sensibilisation de l'estime de soi, l'image de soi, les sensibilisations aux violences familiales et intrafamiliales, où c'est là où on peut se permettre, selon le groupe, de répondre aux besoins. Par exemple, l'atelier sensibilisation bien-être, nous ne l'avons pas proposé. C'est un besoin qui a émergé du groupe sur ces temps de cohésion. Donc peut-être que ça joue justement sur l'envie de revenir. Petite précision, quand elles viennent sur l'activité, elles ne savent jamais à l'avance quelle activité physique elles vont faire. Elles ont des dates, mais le principe, c'est de venir. Voilà. C'est pas à la carte. Elles ne peuvent pas choisir quand elles viennent pas. Elles viennent. Alors, est-ce que ça joue aussi sur l'effet plaisir d'avoir une surprise et d'être en confiance, en effet, sur ce premier mois dont on s'est servi pour faire de la cohésion et où elles ont bien compris que notre but, c'est de ne pas les mettre en échec, c'est au contraire de les valoriser. Et ça c'est peut-être ça qui enclenche ce sentiment de confiance. Après, sur le temps, voilà, la confiance reste, comme je dis, un sentiment. Donc, y mettre une temporalité, j'aurai un petit peu du mal. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup. On arrive au terme de cette conférence. Je voulais vraiment remercier chaleureusement tous les intervenants de cette matinée, Johanna Dagorn, Arnaud Alessandrin de la RESVI, donc Elisa Goulfier et Nathalie Verdier du CIDFF de la Dordogne et Laura Douté de la communauté de communes de l'île d'Oléron, et puis Caroline Léger de la DRETS qui est intervenue en ouverture. Merci à toutes et tous. Un petit mot simplement pour vous dire que ça a déjà été exprimé dans le chat par ma collègue Alexia, mais vous retrouverez le replay de ce webinaire et les ressources associées
sur le site de PQNA prochainement. Donc, vous pourrez aussi diffuser ces éléments-là dans vos réseaux auprès des personnes qui n'auraient pas assisté et qui souhaiteraient avoir des informations sur cette thématique. J'espère que ça vous aura été profitable à toutes et tous. Et je vous annonce, je voulais vous parler pour terminer du prochain rendez-vous organisé par PQNA, qui sera un webinaire court qui aura lieu le 10 janvier de 11h à midi qui sera une présentation de la plateforme Vue des quartiers. Vue des quartiers, c'est une initiative qui émane d'un collectif de journalistes indépendants qui souhaitent entrer en relation directement avec des acteurs de terrain des quartiers prioritaires. Alors, c'est une initiative nationale, mais avec des déclinaisons régionales. Et donc, Vue des quartiers nous présentera cette plateforme, son fonctionnement et comment on peut faire pour y participer. L'objectif, c'est de mettre en valeur les initiatives qui peuvent se déployer sur les quartiers, peut-être avec un traitement journalistique différent de ce qui est relayé la plupart du temps dans les médias concernant les quartiers et politiques de la ville. Donc voilà, ça aura lieu le 10 janvier de 11h à midi. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à cette webconférence sur notre site internet. Vous avez le lien dans le chat. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt.